9 heures, Good Morning Business. Il est 8h19 et à 2h30 3h30 du décollage de SpaceX, on a le privilège et la chance d'être avec Jean-Luc Chrétien, le pionnier, l'astronaute français, européen, le premier à avoir été dans l'espace, le premier à être sorti dans le vide interstellaire, le premier aussi à avoir habité une station soviétique. À l'époque, on disait soviétique. Elle s'appelait Salyut, c'était dans les années 80. Bonjour Jean-Luc Chrétien, merci d'être avec nous, merci d'avoir en plus revêtu votre magnifique combinaison. On voit le casque de spationaute derrière vous aussi. Vous devez revivre, j'imagine, là, à 3h30 du lancement, toutes ces émotions, non? Oui, alors on revit mon deuxième vol, puisque le vol de Thomas Pesquet aujourd'hui est le second. Ouais. Et l'ambiance du second vol est très différente de celle du premier. Pourquoi? La grande découverte, c'est le premier départ. Pardon? Pourquoi elle est si différente? Oui. La première fois, on découvre complètement cette aventure qu'on a essayé d'imaginer. Quelles que soient nos activités précédentes, en ce qui me concerne, c'était d'être pilote de chasse et pilote d'essai. On est préparé à ce genre d'expérience, mais c'est complètement différent. Et on part vraiment à la découverte et les émotions sont totales. La deuxième fois, je ne veux pas dire que c'est de la routine, mais on va revivre ce qu'on a vécu la première fois. Et puis la troisième fois, c'est encore plus routinier, puisque j'avais tenté une petite expérience lors de mon vol sur la navette, qui est le troisième vol, tenter de m'endormir 20 minutes avant le décollage. Et effectivement, je me suis endormi sur mon siège 20 minutes avant le décollage de la navette. Pas pour longtemps, parce que ma jambe droite, mon genou droit est tombé en quelque sorte et m'a réveillé. Mais l'expérience était réussie. Donc, et ça, je ne l'aurais pas fait au premier vol. Ce qui est formidable avec vous, Jean-Luc Chrétien, c'est que vous avez continué l'aventure du spatial, que vous êtes aujourd'hui à la tête d'une société, Tietronix, que vous êtes aussi consultant en matière de tourisme spatial, et que donc tout ce que vous voyez arriver, c'est-à-dire la colonisation à venir de la Lune et de Mars, le tourisme spatial, on aura les premiers touristes peut-être dans 2-3 ans, tout ça, vous suivez, vous êtes acteur de cette nouvelle révolution spatiale. Alors je pense que avec le temps, hélas, le temps passe vite et on regarde de plus en plus loin et on essaie d'imaginer, j'essaye d'imaginer, chacun le fait bien sûr à sa façon, ce qu'est notre destinée à tous. Et je reprends toujours l'exemple de la sortie de nos grottes et me demande sur le tracé global que l'histoire nous apprendra, quelle est notre place aujourd'hui entre nos grottes et ce qui nous attend dans le profond lointain. Alors, je pense que très certainement, notre vocation d'explorateur qui est là pour nous aider à survivre, nous conduit maintenant vers la Lune. Et ça, c'est formidable de penser qu'on va repartir bientôt vers la Lune. Et puis Mars, sans doute un jour. On est incapable actuellement de prédire la date des premiers vols vers Mars. Et le grand futur, c'est un grand point d'interrogation. Il est vraisemblable que la race humaine évoluera encore beaucoup et sera capable, dans un certain temps, d'accéder à d'autres horizons beaucoup plus lointains et sous des formes très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Et Jean-Luc Chrétien, vous préparez justement cette, je ne sais pas si on peut utiliser le mot, cette colonisation d'autres planètes, puisqu'on était avec vous il y a 1 an et demi lors des BFM Awards, vous étiez en direct de Houston et vous nous aviez fait une démonstration d'un simulateur justement pour apprendre à piloter un engin sur Mars. Où en sont vos recherches, vos développements en la matière, Jean-Luc Chrétien? Alors ça avance assez vite maintenant, puisque le même rover sera utilisé sur la Lune. Et donc
la mise au point, enfin la progression de la mise en place des systèmes pour conduire ce rover. Ce qui nous concerne, c'est la partie numérique, la partie informatique, l'intelligence artificielle, et tout ça avance bien. Le programme baptisé par la NASA Artemis se met bien en place. Il y a des évolutions, des changements qui dépendent de pas mal de facteurs, et la date du premier vol prévue en 2024, je ne suis pas dans tous les secrets, bien sûr, et je ne saurais pas vous dire quel est le pourcentage de chances que l'on a aujourd'hui de tenir cette première date de 2024 sur la Lune. Alors sans doute qu'avant cette date, on aura eu les premiers touristes de l'espace. Vous êtes consultant en la matière, en tourisme spatial. Ça va vraiment arriver, ça, les premiers clients, les premiers passagers payants de lancement dans des fusées? Alors, je ne vais pas dire sûrement, mais et je le pense, sincèrement, je pense que ça va arriver. Il y a trois routes qui sont empruntées vers l'espace. Il y a tout d'abord l'exploration, qui a été la mission principale des agences spatiales, donc la NASA en particulier. Exploration, la découverte. Ensuite, l'exploitation de ces routes, si tant est qu'elles intéressent d'autres milieux. Alors c'est l'exploitation commerciale, industrielle, et puis l'exploitation touristique. On serait en droit, en tant que contribuable, de se poser la question, est-ce que ça vaut la peine? Une fois qu'on a ouvert ces portes, donc je répète, la mission d'une agence spatiale, une fois qu'on a ouvert ces portes, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? En tant que contribuable, est-ce que j'ai contribué à ouvrir une route qui va servir à quelque chose? Ben c'est ça. Alors la réponse, on commence à la voir aujourd'hui. On voit qu'effectivement, les idées fourmillent, les milieux industriels et les milieux du tourisme. Et le meilleur exemple est celui, bien sûr, de Elon Musk, qui fourmille d'idées, qui est un homme génial et qui a emboîté le pas à l'agence spatiale américaine en disant « Vous continuez votre exploration, moi je continue l'utilisation de routines et je vous offre mes services moyennant la location. » Donc maintenant, la NASA loue en quelque sorte les voitures de location de Elon Musk pour accéder à l'orbite basse. L'orbite basse est devenue une routine, la station, l'IS. Pour y mettre les satellites, les petits satellites, effectivement, de télécommunication tournent autour de la Terre. Et vous avez raison de parler de SpaceX, bien évidemment, puisque aujourd'hui, SpaceX, c'est 74 milliards de dollars. Et non seulement ils font les vols dont vous parliez pour mettre les satellites dans l'orbite basse, mais ils ont signé aussi, vous avez vu, le dimanche dernier avec la NASA, un contrat pour aller envoyer des hommes dans le hub qui se tournera autour de la Lune et qui sera le satellite lunaire permanent. Voilà. Et la démonstration, effectivement, du partage de compétences et partage de responsabilités. La NASA, sans doute, là aussi je ne suis pas dans les secrets, considère que les allers-retours entre le gateway et la station qui sera en orbite autour de la Lune et la surface de la Lune peut se faire avec des véhicules de routine, entre guillemets. Et c'est donc cette partie qui est louée à Elon Musk. C'est ça. Alors, il faut dire que Elon Musk a en lui un génie qui est assez rare. Il n'y a pas beaucoup d'Elon Musk sur la planète. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Loup Chrétien. Je le rappelle, vous avez été le premier astronaute français et européen à aller dans l'espace, à sortir dans le vide interstellaire, à aller dans une station spatiale qui s'appelait à l'époque Salyut. Général Jean-Loup Chrétien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.